La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout compte fait consacré aujourd'hui à la fin des voitures polluantes. Nos villes en sont remplies, ça n'est pas une découverte, mais tout cela est bientôt peut-être terminé. C'est une révolution qui est en marche, dont on vous raconte les coulisses aujourd'hui. Enquête sur la voiture électrique et ses promesses. Elle est peut-être la solution miracle pour faire des économies et moins polluer. Le gouvernement multiplie les aides d'État. Prix, autonomie, fiabilité. Est-ce le moment de s'y convertir ? Et puis nous irons à Copenhague, capitale du Danemark et du vélo. Là-bas, il est devenu un mode de vie à part entière. Des autoroutes spéciales cyclistes ont même vu le jour. Résultat, la ville respire. Et pour commencer donc, notre enquête sur le grand business des voitures électriques. Le marché est en pleine ébullition, plus 60% de croissance en seulement quelques mois. Il existe aujourd'hui 17 modèles, dont la Zoé de Renault, qui est le grand carton du moment. Eh bien, on va la tester. Voilà, en apparence, c'est plutôt facile d'utilisation. Boîte automatique, direction assistée. Et évidemment, pas un bruit. Ça, c'est le plus. En tout cas, la voiture électrique est présentée comme une voiture d'avenir, comme l'affirment les constructeurs. Est-elle vraiment moins chère à l'usage? Est-elle suffisamment autonome pour faire des longues distances? La voiture électrique, le grand test et l'enquête, c'est signé Elisa Jadot. Cela fait plusieurs mois qu'Olivier, chef d'entreprise, hésite. Il troquerait bien sa voiture à essence contre une électrique. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est monsieur Morin. Salam alaikum. Je viens pour l'essai. Ce matin, il a rendez-vous chez ce concessionnaire pour essayer le modèle phare du marché, la Renault Zoé, à 23 600 €. Une voiture, zéro émission de CO2 grâce à son moteur électrique et à sa batterie cachée dans le coffre. La batterie n'impacte pas sur le volume puisqu'elle est en dessous du plancher. Voilà, ça c'est le câble qui est fourni avec la Zoé. Ça sert à quoi ça en fait? Ça sert à vous recharger. Voilà. Donc aujourd'hui on ne va plus à la station essence. Il faut penser, une fois qu'on est stationné, avoir son point de recharge et toujours penser à bien brancher. Pour ça c'est une habitude qui se prend facilement. En fait, c'est comme brancher n'importe quel appareil électrique. On appuie, on ouvre. C'est quand même assez simple. Promesse du constructeur, 240 km d'autonomie. Suffisant pour ses déplacements professionnels. Moi, je bouge beaucoup en Paris et banlieue parisienne pour aller voir des clients. Et ça fait complètement sens, c'est-à-dire d'avoir un véhicule que vous déposez chez vous dans un parking, vous le branchez, le lendemain matin, vous repartez, vous êtes plus... Elle est complètement chargée, vous faites vos 200 km. Mais pas question de l'acheter sans l'essayer. Pied sur le frein et start. Et c'est parti. Première surprise, à bord, pas de boîte de vitesse. Juste ce variateur pour avancer et reculer. Pourquoi on irait Qui dit avancer pas boîte plus de vitesse dit aussi moins d'entretien. Hein. C'est environ 30% de moins qu'une thermique. On a tout de suite l'accélération, hein. Du coup tout de suite... Ouais, il y a du... Puis c'est souple au niveau du répondant. Confortable et complètement silencieuse. En quelques kilomètres, Olivier y prend goût. Il suffit de monter pour être convaincu, quoi. C'est calme, tranquille, ça passe, vous avez de la reprise. Vous ne posez plus la question de la station essence. Ça roule tout seul, quoi. Il n'y a plus qu'à l'acheter. Ouais, voilà, ouais. La voiture électrique, un véhicule dans l'air du temps, plutôt irrespirable ces dernières semaines. Une semaine de pollution dans plusieurs villes de France. On va parler de la pollution aux particules. Cette pollution de l'air qui suscite l'inquiétude, la France suffoque. Renault, PSA,
Mitsubishi, la plupart des constructeurs proposent désormais des voitures électriques. Prix d'une entrée de gamme, 20 000 € en moyenne. Avec la ristourne sur les véhicules propres offertes par l'État et les économies réalisées sur le carburant, les Français sont toujours plus nombreux à se laisser séduire. Déjà 100 000 véhicules en circulation. Alors, est-il temps de passer à la voiture électrique ? Son autonomie lui permet-elle aujourd'hui de rivaliser avec la voiture à essence ? 400 km d'autonomie, 100% électrique, oubliez la batterie. Nous avons pris au mot Renault, le leader du marché, et testé son nouveau modèle de Zoé. Notre enquête nous a alors réservé quelques surprises. Près de Bordeaux, dans cette usine d'emballage, Jérômine travaille comme manutentionnaire pour 1 300 € par mois. En France, cette jeune femme est une pionnière. Il y a 2 ans, elle a décidé de passer à l'électrique pour ses allers-retours domicile-travail. Une petite 2 places qui, grâce aux 6 300 € d'aide de l'État, lui est revenue à 12 000 €. Elle l'a adoptée avec l'espoir de faire des économies sur ses dépenses en carburant. Je travaillais sur Bordeaux, donc je faisais à peu près 120 km par jour, grosso modo. Je travaillais en plein centre-ville et j'en avais vraiment pour une fortune d'essence. Faire le plein tous les 4 matins. Et on est tombé sur la Smart électrique, qui était déjà une voiture qui me plaisait voilà, par son gabarit pratique. On a fait les calculs, ça nous revient beaucoup moins cher. Avec son ancienne voiture, Jérômine dépensait en moyenne 163 € par mois à la pompe à essence. Désormais, c'est chez elle que la jeune femme fait le plein, directement sur le mur de sa maison. Donc là, j'ai juste à brancher. Et voilà, pour une charge complète. Donc si je suis vraiment à 0%, il faut compter 7 heures. Une opération qu'elle doit renouveler chaque nuit pour ses allers-retours au travail. Mais aujourd'hui, cela lui coûte bien moins cher qu'avant. J'ai calculé donc avec ma Smart électrique qui elle me consomme donc 100 kWh forcément. Un total de 21,17 € donc d'électricité par mois. À cela, elle doit ajouter le coût de la batterie qu'elle n'a pas achetée mais qu'elle loue. Budget mensuel, 86,17 €, presque 2 fois moins qu'avec son ancien véhicule. Ce qui me fait une économie de 77 € et 3 centimes par mois. 77 € par mois, soit près de 1 000 € par an. Une économie substantielle qui lui permet de se faire plaisir. Cet après-midi, direction le centre-ville de Bordeaux en voiture électrique pour une après-midi shopping. J'ai 2 places réservées véhicules électriques. Donc là, c'est vrai que c'est un gain de temps énorme, une praticité énorme. Les voitures à essence ont interdiction de s'y garer. Et en prime, Jérômine peut faire le plein d'électricité en seulement 3 heures. C'est gratuit. C'est l'avantage aussi, c'est que j'ai une place à ma disposition, je ne paye rien du tout et voilà, je peux aller faire mon shopping, je peux aller manger quelque part. La ville de Bordeaux a installé une centaine de bornes comme celle-ci. Grâce à ce petit privilège, Jérômine arrive en avance à son rendez-vous. Allô ? T'es où ? T'as trouvé pour te garer ? Son amie, elle, roule à l'essence. Elle est en retard. Ah merde. Salut. J'aime bien ma voiture, sauf pour venir à Bordeaux. C'est moins pratique. Avec l'argent qu'elle ne dépense pas à la pompe, Jérômine n'hésite pas à s'offrir de temps en temps un petit resto pour une vingtaine d'euros. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Mais aussi des achats dans les boutiques pour 40 euros. Un petit livre. Qu'est-ce qu'on a pris? Des BD. Et un CD. Plus économique, plus pratique, la voiture électrique a l'air parfaite pour Jérômine. Et pourtant, régulièrement, la jeune femme est confrontée à un problème, l'autonomie. Cette passionnée de cheval doit se rendre ce matin dans plusieurs centres équestres pour leur livrer du matériel. Dans le jardin, sa voiture électrique a chargé toute la nuit.
Donc là, on peut voir le compteur de batterie, donc qui est bien à 100%. Alors là, elle m'annonce donc au total 109 km d'autonomie. Mais pour sa tournée, impossible de partir avec son électrique. Jérôme doit utiliser ce monospace diesel qu'elle partage avec son compagnon. Les grosses tournées comme aujourd'hui, je vais être à peu près à une centaine de kilomètres, 110 km. Donc voilà, le poids plus, là on est en période d'hiver, donc voilà, je peux être amenée à allumer le chauffage. Tout ça cumulé fait qu'avec la Smart, c'est pas possible. Je prends un risque de tomber en panne. Sur le chemin de ces tournées, il n'y a aucune borne où elle pourrait charger rapidement son véhicule électrique. Il y en a très très peu. Voilà, hormis chez les particuliers, certains qui proposent leur prise, mais ça reste quand même rare. Donc voilà, c'est vrai que de ce côté-là, l'autonomie reste un réel problème. Ne pas pouvoir faire de longs trajets dans une voiture électrique, Salut! C'est souvent une cause de déconvenue pour leurs propriétaires. Sur les sites internet de petites annonces automobiles, des milliers de véhicules électriques sont aujourd'hui revendus d'occasion. À chaque fois, au bout du fil, les vendeurs ont le même discours. Quel est le principal problème selon vous? Au niveau de la batterie. Il y a 170 km d'autonomie. C'est vrai que moi au départ, j'avais pas vu ça comme une contrainte, et puis je me suis dit bon, c'est sympa, et puis finalement oui. J'ai gardé 3 mois, presque 4 mois. Ça demande beaucoup plus d'organisation, ça vient vite, lassant. Une charge lente, c'est 8-10 heures. Pour descendre en vacances à Nice, eh ben, il va falloir que je prévoie 4 jours. Ça ne peut aujourd'hui rester qu'un véhicule qui sert à faire domicile-boulot, boulot-domicile, quoi. Impossible donc de tailler la route, de partir en vacances ou en week-end en voiture électrique. Mais à en croire le leader du marché, cela pourrait bientôt changer. Et si je vous disais 400 km pour découvrir de nouvelles saveurs? Avec la nouvelle Zoé, Renault promet désormais 400 km d'autonomie, contre 240 jusqu'ici. Maintenant c'est possible. Nouvelle Renault Zoé, 400 km d'autonomie, 100% électrique, oubliez la batterie. Une promesse encore inégalée chez un constructeur français. Alors, j'ai voulu la tester. Seul moyen, partir au Portugal. Renault y organise des essais pour la presse avant la sortie de la nouvelle Zoé dans le commerce. Bonjour. Le constructeur a invité plusieurs journalistes à découvrir le véhicule en exclusivité, tout frais payé. Pour ma part, j'ai tenu à régler mon séjour. Mais c'est vrai, j'ai quand même accepté quelques petits fours. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais on est plutôt bien accueillis. L'attaché de presse de la Zoé en profite pour présenter à tout le monde l'itinéraire prévu pour le groupe. Cet après-midi, avec la boucle qu'on vous propose, vous allez pouvoir découvrir le plaisir de conduite en électrique tout en oubliant la question de la charge. Le lendemain, je vais enfin pouvoir conduire cette voiture et voir si elle peut effectivement rouler 400 km. J'ai cherché une ville qui est à exactement 200 km de Lisbonne. Cette ville s'appelle Coimbra. Donc si effectivement, selon la publicité, j'ai 400 km d'autonomie, normalement ce soir, je serai de retour à Lisbonne. Dans le parking, je récupère mon véhicule chargé à bloc. Ah bah super. On va pouvoir rouler. Mon voyage commence bien. La voiture électrique est idéale pour la ville. Mais pour aller à Coimbra, je dois prendre l'autoroute. Et très vite, le niveau de la batterie est en chute libre. Dès que je dépasse 80-90 km/h, chaque 10 secondes, je perds 1 km d'autonomie. Et parfois même, le rythme s'accélère. Je comprends vite qu'il va être impossible de boucler les 400 km. Le niveau de batterie m'indique 118, 117, voilà. Il n'arrête pas de diminuer et je n'ai plus suffisamment de batterie pour ne serait-ce que faire l'aller jusqu'à Coimbra.
Plus que 24 km d'autonomie. Je ne quitte pas le compteur des yeux. Sur l'autoroute, pas la moindre borne pour charger la batterie. Je décide donc de sortir et de m'arrêter au premier village à la recherche d'une prise. On est à Cernache, donc il faut trouver une âme charitable. Mon compteur m'indique que je suis presque à sec. I need your help. Qu'est-ce que vous voulez? This car. Énergie. De l'énergie? Vous voulez du courant? Yes. Ce villageois accepte de me fournir un peu d'électricité. C'est l'aventure, hein, la voiture électrique. Mes nouveaux problèmes? Le véhicule ne se charge pas. Pourtant, je fais un test avec une lampe et tout fonctionne. D'après Renault, dans de rares cas, certaines prises ne seraient pas compatibles avec la voiture. Je vais essayer quand même de repluguer. Je n'ai décidément pas de chance. Message d'alerte, ça fonctionne pas. Donc je vais appeler l'assistance Renault. C'est la fin de la journée. Dans le village, personne d'autre pour m'aider. Allô? Oui, bonjour. J'ai un souci avec le véhicule. On est immobilisé à 180 km de Lisbonne. On va envoyer un chauffeur venir vous chercher. Donc déjà, vous partiez. Oui. Et en parallèle, on va trouver une dépanneuse. En fait, je n'ai roulé que 196 km. Bien loin des 400 annoncés par la publicité. Je ne verrai donc jamais Coimbra. Merci. Mes sauveurs finissent par arriver. À la demande de Renault, nous avons dû flouter leur visage. Je suis hyper surprise du différentiel quand même entre les 400 annoncés, la promesse publicitaire et là. Il y a un moyen de savoir. Ah bah oui. Là, on est à 19,4 kW de consommation. Ah bah là, 19 kW, c'est immense. Donc c'est moi qui ai mal conduit pour ce véhicule? Quand on est à 19 kW, c'est qu'on roule au moins 90 sur l'autoroute ou même plus. Mais si c'est l'autoroute, forcément, ouais. Ah ben voilà, donc c'est pour ça. Donc en fait, on peut pas l'utiliser sur l'autoroute. On peut l'utiliser sur l'autoroute, mais c'est pas son terrain de prédilection. Sur autoroute, si on roulait à 70, ça serait super. Là, on pourrait vraiment faire beaucoup de kilomètres. Mais rouler à 70 sur l'autoroute, c'est dangereux. Et il faudrait 3 heures pour aller à Coimbra. 2 fois plus qu'avec un véhicule classique. Donc faut pas être pressé quand on a un véhicule électrique. Enfin, on peut conduire pressé, mais dans ce cas, on fait moins de kilomètres. C'est un choix. En général, la personne qui prend une voiture électrique, elle accepte aussi de changer son mode d'utilisation pour s'adapter à ce choix. C'est rouler électrique, on va dire. C'est un style de conduite. C'est une conduite douce, c'est une conduite éco. Selon Renault, la Zoé tient ses promesses, à condition de savoir la conduire. J'ai mon permis depuis 10 ans, mais apparemment, ce n'est pas mon cas. C'est parti. Au revoir la Zoé. Ironie du sort, c'est dans une voiture à essence que je regagne finalement Lisbonne, en début de soirée. Malgré nos demandes répétées, nous n'avons jamais pu interviewer un responsable de Renault. Mais alors, comment convaincre les Français de passer à l'électrique? Et voilà. Peut-être en installant plus de bornes de recharge rapide partout sur le territoire. Mais à 12 000 € en moyenne le coût de l'installation, les nouveaux aménagements se font au compte-gouttes. En France, il n'y a pour l'heure que 15 000 bornes, largement insuffisant pour 100 000 voitures électriques. Pour lutter contre la pollution, le ministère de l'Environnement promet d'en installer 7 millions d'ici 2030. L'idée est de s'engager très fortement dans la croissance verte et dans l'achat d'un véhicule propre. Mais la voiture électrique est-elle bien un véhicule propre? Pas vraiment, à en croire ses adversaires comme Stéphane Lhomme. À Bordeaux, cet écologiste en a fait sa bête noire. Bien là, je débranche ces voitures électriques tout simplement parce que je conteste le fait que la voiture électrique soit écologique. Elle est une calamité environnementale au même titre que la voiture essence ou diesel. Ce militant ne se contente pas de fâcher quelques automobilistes. Il y a 2 ans, il a carrément fait supprimer les termes propres et écologiques de publicité pour la voiture électrique.
S'il admet qu'elle rend l'air plus respirable, il dénonce une pollution délocalisée aux quatre coins de la planète. En Bolivie, l'extraction du lithium pour les batteries détruirait les sols et contaminerait l'eau. En Afrique, l'exploitation des minerais rares comme le cobalt financerait les conflits armés. En Asie, dans les pays de l'Est et aux États-Unis, les usines de fabrication de batteries seraient responsables d'une incroyable pollution de l'air. La fabrication des batteries des voitures électriques dégage dans l'atmosphère l'équivalent de 15 ans d'utilisation d'une voiture essence ou diesel. Et en plus, tout ce CO2, il est émis avant même que la voiture électrique ait parcouru le moins de kilomètres. Donc c'est extrêmement nocif pour le climat. Selon des experts scientifiques, la fabrication d'une voiture électrique émettrait l'équivalent de 6,5 tonnes de CO2, contre 3,7 tonnes pour une voiture thermique. De plus, le recyclage des batteries est compliqué et coûteux. Et le mode de production de l'énergie inquiète de plus en plus. En France, l'électricité utilisée pour recharger les batteries est à 75% nucléaire. Et donc, c'est la production de déchets radioactifs, c'est les risques d'accidents. Et donc, c'est encore moins écologique en France. La voiture électrique est finalement une voiture nucléaire. Mais demain, c'est peut-être du soleil que viendra l'alternative sans nucléaire. Totalement renouvelable. À Brest, le Vélodrome accueille depuis quelques mois ce drôle d'engin, sorti tout droit d'un film de science-fiction. Je roule à 50 km/h, charge des panneaux 2 ampères 50, consommation moteur en zoomant 13 ampères. Bien reçu. Son inventeur, c'est Jean-Luc Fleureau, passionné de nouvelles technologies, qui a réussi un exploit. Mettre au point une voiture totalement autonome grâce à ses 6 mètres carrés de panneaux solaires. Avec ce que l'on récupère en énergie, on peut rouler entre 50 et 60 km/h. Non-stop sous le soleil. Non-stop, sous le soleil. Si le soleil se cache, la voiture conserve tout de même 300 km d'autonomie. Grâce à un aérodynamisme hors du commun et une extrême légèreté, seulement 180 kg. On met bien ? Un jour, on roulera tous avec ça ? J'espère. Pour cela, il travaille déjà sur la conception d'un modèle grand public, une citadine biplace. On est vraiment sur un véhicule de Monsieur Tout-le-Monde avec un coffre à l'arrière, avec pouvoir mettre deux personnes d'au moins 80 kg. Coût de production, 150 000 €. L'inventeur doit encore trouver les fonds, mais il espère la lancer sur nos routes d'ici à peine 2 ans. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, 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 bicycle. I want a bicycle race. Un voyage maintenant, on vous emmène au pays du vélo roi, à Copenhague, capitale du Danemark, où les habitants sont, dit-on, les plus heureux au monde, car là-bas il n'y a presque plus de voitures. Tout le monde circule à vélo. C'est une révolution. La ville ambitionne même de devenir un territoire sans émissions de CO2 dans quelques années. Des autoroutes pour vélo voient le jour et tout un écosystème est en train d'éclore autour du vélo. C'est une immersion signée Stéphane Jacques et Elodie Branson. Partout dans le monde, c'est en voiture que l'on fait ce type de livraison. Des futurs bébés. Mais ici, ce sperme congelé destiné à l'insémination artificielle, Louise le transporte sur ce vélo extraordinaire. Rien de plus naturel. Nous sommes à Copenhague, capitale du Danemark et de la bicyclette. Ici, près d'1 habitant sur 2 se déplace à vélo, y compris pour les livraisons, comme celle de Louise. Je suis la seule et unique au monde, la fameuse livreuse de sperme. Pourquoi utilisez-vous un vélo et pas une voiture? Parce que c'est 10 fois plus simple de le faire à vélo plutôt qu'en voiture. Je peux me garer où je veux, je peux aller où je veux. C'est pour ça que je l'utilise. Chaque jour, Louise parcourt ainsi plus de 50 km et livre une dizaine de cliniques.
7 heures du matin. Le jour ne s'est pas encore levé, mais les vélos sont déjà partout. Un flot impressionnant de Danois, pas découragés par le froid polaire. Chaque matin, ils sont 400 000 à enfourcher leurs 2 roues des potrons minets, faisant de Copenhague le royaume du vélo. De 7 à 77 ans, en mode cool ou sur leur 31, ils sont toujours plus nombreux à s'y mettre. Encouragés par la ville, qui a choisi le vélo comme mode principal de transport. Mais est-ce si simple? Et nous, Français, devons-nous suivre le modèle danois? Aller au travail ou à l'école en vélo, ce n'est pas une sinécure. Exemple, avec ce couple d'expatriés. Maman, c'est quoi il va venir? La Belge Audrey, son mari espagnol Jaime et leurs 3 enfants. Papa Noël, mais ils viennent pas avec Papa Noël. La famille vient tout juste de s'installer au Danemark et vivait il y a encore quelques mois au Texas, royaume du bitume et des grosses cylindrées. C'est les voitures qu'on avait aux États-Unis. Donc ça, c'était la voiture de mon mari. C'est une 5 places. Hein. Et celle-ci, c'était la mienne. Hein. C'est la 8 places. Hein. Ça vous manque pas? Pas la voiture. La voiture, ça ne me manque pas du tout. Vivre sans voiture, c'est possible ici. Ah oui? Tout à fait. Ouais. C'est possible, mais cela demande une sacrée organisation à toute la famille. Casque, boots comme au ski, et même des combinaisons intégrales pour rester au chaud et au sec. Là, je prends le pantalon de pluie. C'est jamais qu'il pleuve quand je sors du boulot. Là, ça va ce matin. Et puis les chaussures pour le boulot. La famille a investi 600 € dans cet équipement. Oui, mais le plus cher, c'est le drôle de véhicule qu'ils utilisent pour emmener les enfants à l'école. Un vélo cargo, inventé ici même à Copenhague. Bah, ils sont bien au chaud là, non. Son prix, 3 500 €. Sac à dos. Presque le prix d'une voiture d'occasion. Mais à ce prix-là, le vélo est électrique, comme en témoigne ce petit ronronnement. Une aide indispensable, car ces 3 enfants et leur cartable pèsent plus de 75 kg. Mieux vaut avoir la forme. Quand il y a les 3, oui, c'est lourd. Hein. Mais c'est bien, je dois pas aller à la gym l'après-midi. Je fais mon sport de la journée. Allez, les enfants à vélo. Ici, une famille sur 3 a investi dans un vélo cargo. Et les foyers disposent en moyenne de 2 à 3 bicyclettes. Le résultat d'une politique volontariste de la ville qui privilégie aujourd'hui le vélo face à la voiture. 1000 km de pistes cyclables dans l'agglomération. Des passerelles réservées aux bicyclettes. Et des parkings à étages pour garer des milliers de 2 roues. Détails astucieux, ces poubelles spéciales vélo, ces pompes gratuites au bord des pistes cyclables, ou ces rampes pour rester assis sur la selle au feu rouge. Après 20 minutes d'effort, Audrey arrive à l'heure à l'école. Tu mets bien ton chapeau, tu l'as où ton chapeau? Passe une bonne journée. À tout à l'heure. Une fois ses enfants déposés, elle doit encore rouler une demi-heure pour rejoindre son travail. Elle fait ainsi chaque jour près de 15 km à vélo. Pour inciter les Danois à pédaler toujours plus, Copenhague s'est aussi se montrer inventive en banlieue, où des autoroutes ont été créées. Pas pour les voitures, mais pour les vélos. À 25 km du centre-ville, Beau s'équipe chaque matin comme un coureur du Tour de France. Il a bien une voiture, mais se déplace presque uniquement en 2 roues. Et il a le choix.
En fait, j'ai 16 vélos juste pour moi. C'est pas mal. J'en ai pour aller en montagne, d'autres pour la forêt et d'autres pour la route. Au total, ça fait beaucoup. Pour ses trajets quotidiens, il utilise ce vélo de course très léger. Et pour cause, il doit faire 25 km pour rejoindre son entreprise de téléphonie mobile en plein centre-ville. En France, ce parcours serait semé d'embûches. Pas ici. Depuis quelques années, la ville construit ses autoroutes spéciales cyclistes qui permettent aux banlieusards de rejoindre Copenhague sans jamais s'arrêter et en toute sécurité, notamment grâce à de nombreux tunnels. Là, c'est la carte de Copenhague et de ses environs. L'autoroute que je prends part de cette ville et elle continue par là. 3 autoroutes comme celle-ci rejoignent déjà le centre-ville et 25 autres sont en construction. Un investissement de 35 millions d'euros. 8h30, Beau arrive au travail en moins d'1 heure. En voiture, cela lui aurait pris plus du double. Comment vous sentez? Oh, je me sens en pleine forme. C'était sympa ce matin le trajet à vélo. Il faisait un peu froid, mais ça va. Ici, les entreprises se sont ralliées au vélo quand elles ont découvert que pédaler était bon pour la santé de leurs salariés. Bonjour. Moins d'arrêts maladie, moins de stress, moins de retard aussi. L'employeur de Beau a investi dans ses parkings sécurisés, mais aussi dans ses casiers. Il lui évite également d'arriver en sueur au bureau. Et maintenant, je vais prendre ma douche. En France, l'hygiène est l'un des principaux freins à l'utilisation du 2 roues. Je pense que les douches, cela motive les gens à venir à vélo. Ils savent qu'ils pourront ensuite travailler sans sentir la transpiration. C'est vraiment une bonne idée. Ainsi, le vélo n'est plus ce mode de transport salissant, dangereux, fatigant, comme en France, où moins d'1 salarié sur 10 vient à vélo. À Copenhague, les obstacles ont été levés. Dans mon service, nous sommes déjà 10 salariés à venir à vélo. Et 20 seulement continuent à prendre la voiture. Si vous venez à vélo, vous êtes perçu comme quelqu'un de bien, parce que vous montrez que vous aimez faire de l'exercice et rester en forme. Après le travail, Beau rentrera chez lui en vélo. Chaque mois, il effectue ainsi 1000 km et économise 150 € d'essence. L'histoire d'amour entre Copenhague et le vélo ne date pas d'hier. Et ce sont les habitants qui ont imposé ce moyen de transport. La ville a adopté la petite reine il y a 1 siècle. Voici la toute première piste cyclable en 1912. Le vélo se généralise jusqu'à créer des embouteillages dans les années 30. Mais pendant les 30 Glorieuses, Copenhague se jette dans les bras de la voiture et supprime la moitié de ses pistes cyclables. Conséquence, un trafic qui augmente et un air de plus en plus pollué. En 1973, c'est le premier choc pétrolier. Le prix de l'essence explose, grevant le budget des Danois. C'est alors que l'histoire va faire machine arrière, comme l'a découvert cet urbaniste, spécialiste du vélo. Il a retrouvé des photographies des années 70, improbables pour nous Français. Des manifestations monstres pour défendre le droit de pédaler. Là, vous avez 100 000 personnes. Pas des cyclistes professionnels, juste des gens qui manifestent avec leur vélo devant la mairie. Ils réclament des moyens pour ce mode de transport plus abordable parce qu'ils n'arrivent plus à payer l'essence, la voiture. C'est l'équivalent de votre mai 68 à Paris. C'était l'époque où les manifestations pouvaient changer le monde.
Et là, les élus ont dit « D'accord, vous avez raison, on va faire quelque chose ». Au début des années 80, ils ont décidé de reconstruire ce qui existait avant. Et ils ont regardé les photos des années 50. C'est comme ça que la ville a regagné l'espace envahi par les voitures. Depuis ce revirement, 300 millions d'euros ont été investis par la ville qui s'est totalement réinventée pour le vélo. La mairie ne regrette pas ce choix, bien au contraire. Elle continuera à investir dans les années qui viennent. Aménager la ville pour le vélo, c'est le moyen le moins cher pour améliorer la qualité de vie. Quand les maires des autres capitales me demandent « Mais comment osez-vous utiliser autant d'argent pour le vélo ?» Je leur réponds « Mais comment arrivez-vous à ne pas le faire ?» Parce que c'est le moyen le plus économique pour développer de bonnes infrastructures dans une ville. Pour la première fois, il y a aujourd'hui plus de vélos que de voitures dans la capitale danoise. Et toute une économie s'est développée avec de nouveaux métiers, comme dépanneur ambulant de vélos. Ricardas vole au secours des cyclistes en galère et peut même transporter les vélos hors d'usage à l'avant du sien. Il n'est pas salarié, mais travaille grâce à cette application qui le met en relation avec des clients, un peu comme Uber. Là, j'ai les infos. Où se trouve le vélo en panne, le moment souhaité pour que je passe. Là, c'est dès que possible. Et il y a une petite description du vélo. Cette fois, c'est un cargo bike qui est défectueux. C'est parti, je vais aller le réparer. Ce matin, une cycliste est en panne à l'autre bout de la ville. Parfois, il m'arrive de faire jusqu'à 200 km par jour quand c'est le rush. Après sa journée au bureau, cette dame a eu la mauvaise surprise de trouver ses pneus à plat. Il vaut mieux avoir la même pression des deux côtés. Parfois, vous êtes au milieu de nulle part et il n'y a pas de magasin de réparation à proximité. Là, mes pneus sont à plat et je ne peux pas déplacer ce vélo, il est trop lourd. Ça me prendrait trop de temps. Alors c'est vraiment pratique de pouvoir appeler un réparateur qui vient tout de suite. Pour ce dépannage, la cliente paye 26 €, sur lesquels l'appli prend 20% de commission, soit 6 €. Le reste est pour Ricardas. Maintenant, je retourne sur l'appli. J'ai juste à appuyer sur valider. Pas besoin d'espèces. Tout se fait sur smartphone, avec le paiement en ligne. Le vélo crée donc de nouveaux métiers, mais aussi de vraies stars locales, comme Morten Krieger, un chef cuisinier unique au monde, qui prépare ses plats sur son vélo, spécialement équipé d'un poêle à charbon, sur fond de Miles Davis. Je travaillais pour un restaurant classique, dans une cuisine très sombre. Alors j'ai conçu ce vélo pour sortir, pour prendre du plaisir et réaliser mon rêve. Explorer Copenhague tout en cuisinant. Aujourd'hui, 10 Danois ont payé 150 € pour une balade gastronomique de 3 heures avec Morten. Une découverte à vélo de Copenhague, doublée de dégustations de champagne et de fruits de mer. Avec une centaine de clients chaque mois, son concept cartonne. Sur les pistes cyclables, le cuistot ambulant ne passe pas inaperçu. Je bouge et je cuisine. Je pédale et ça cuit. J'embaume toute la ville avec ses odeurs de feu et de nourriture. Et je m'arrête avec mes clients dans les endroits les plus sympas de Copenhague. À chaque arrêt, 5 au total, Morten n'hésite pas à installer son vélo cuisine au beau milieu des avenues de la ville. Vous arrêtez comme ça, au milieu des voitures?
Oui, c'était le moment de retourner mes langoustines. Je m'arrête souvent en chemin, juste pour cuisiner. Mes clients font ainsi une pause de quelques minutes. Et puis on repart vers la prochaine étape culinaire. Allez, c'est presque prêt. S'il peut ainsi cuisiner au beau milieu de la chaussée, c'est qu'à Copenhague, les voitures sont de moins en moins nombreuses. Et pour cause. Acheter un véhicule est devenu prohibitif au Danemark, avec des taxes entre 105 et 150%, contre 20% de TVA en France. Une voiture d'entrée de gamme à 13 500 € chez nous coûte ainsi plus de 20 000 € au Danemark. Objectif du gouvernement, faire baisser le trafic et la pollution automobile. Cet ingénieur en suit quotidiennement l'évolution grâce à des capteurs qui mesurent le taux de particules fines, responsable de la mort de 40 000 personnes chaque année en France. Verdict, ces dernières années, Copenhague respire mieux. Nous avons l'habitude de comparer les villes danoises à celles d'autres pays, comme l'Allemagne, la France, l'Autriche ou l'Angleterre. Dans les capitales européennes, comme Paris, les pics de pollution sont à 80 microgrammes de particules par mètre cube. Alors qu'ici, c'est moitié moins. À Copenhague, l'air est de moins en moins pollué. C'est évident, plus il y aura de vélos, meilleure sera la qualité de l'air. Chaque cycliste contribue à diminuer la pollution. Copenhague produit aussi moins de gaz à effet de serre. En 10 ans, la ville a réduit de 35% ses émissions de CO2 et ambitionne de ne plus en émettre d'ici 2025. Pour cela, elle prévoit de construire près de 500 km de pistes cyclables supplémentaires, comme sur ce chantier. Voilà, tous à vélo, ce sera le mot de la fin. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment très vite sur France 2 et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.